Radio X. Marceau, le soir. Radio X. 8h28, on l'a annoncé lundi, il est avec nous en studio, Christian Page, le célèbre Christian Page, journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Juste appuyer sur le piton rouge, mon cher Christian, on va entendre ta belle voix. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, la route a pas été trop longue? Non, ça s'est bien passé. Ça a bien été. Un petit peu plus frisqué à Québec quand même qu'à Montréal. C'est à cause du vent? Oui, j'imagine. Vous avez pas de vent, vous autres, vous êtes protégés par les buildings? Écoute, je veux pas paraître méchant, mais au fur et à mesure où j'approchais de la capitale, on voyait les bancs de neige qui étaient de plus en plus consistants. Je pense que c'était en 2008 qu'on a eu un record à Québec. C'était le record de tous les temps. C'était 5 mètres. Oui, je me rappelle avoir vu dans les nouvelles, on voyait des gens qui avaient littéralement creusé des tranchées pour rentrer chez eux. Mais c'est vrai que cette semaine, vous avez reçu quand même une bonne bordée de neige là, en début de semaine. On y a goûté, mais l'important, c'est de faire avec. Tu sais, d'aller faire du ski, d'aller faire du snow, de passer un peu de temps dehors. Faut être bien habillé, un peu comme madame en studio avec son manteau. On va monter le chauffage, je pense. Mais c'est vrai que faut quand même, on a l'impression que chaque année, on revient avec le même discours. Et pourtant, on est au Québec. Je savais pas que tu avais sorti un nouveau livre. Oui, en fait, le livre que je t'ai remis, parce que bon, c'est mon passage en studio, le livre vient de sortir en fait des presses. C'est à peine si l'encre est encore sèche. Mais l'ouvrage sera en librairie le 16 mars prochain, donc dans 2 semaines maintenant, mais j'ai déjà commencé un peu à en parler. C'est un ouvrage qui me tenait à cœur, ça s'intitule « L'enquêteur du paranormal au cinéma ». Et pourquoi au cinéma? Parce que, tu le sais Yannick, depuis quelques années, il y a une sorte de recrudescence de films qui sortent en salle avec la mention « d'après une histoire vraie ». En fait, maintenant, il y a près de 40% des films d'horreur ou fantastiques qui sortent en salle et qui sont basés avec ce slogan « d'après une histoire vraie ». Et ce qui est, on comprend, un film n'est pas un documentaire. Donc, la priorité du réalisateur et du producteur, c'est de divertir les gens en salle. Mais dans quelle mesure cette notion du d'après une histoire vraie est-elle proche de la réalité? Comment elle a été romancée? Voilà, de l'histoire qui l'a inspirée. Et ce qui est un peu malheureux à un moment donné, c'est beaucoup de gens voient ces versions cinématographiques et en viennent à accepter cette version comme étant le fait réel, le fait divers qui l'a inspiré. Ces gens-là deviennent des historiens qui rapportent la nouvelle à d'autres personnes puis qui romancent encore plus à leur tour. Voilà. Alors, combien de fois, moi, j'ai entendu des gens me raconter, oui, il y a telle histoire fantastique, il y avait une sorcière. Non, ça, c'est dans la version du film. Dans la réalité, la sorcière n'existait pas. C'est quelque chose qui était romancé, qui a été ajouté pour divertir le téléspectateur. Et ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, donc, de faire, parce que, évidemment, à chaque fois qu'un film comme ça sort sur les écrans, je suis inondé de courriels pour me demander, quelle est l'histoire qui a inspiré le film? Est-ce que c'était vrai? Dans quelle mesure? Il y a des choses qu'on peut vérifier ou non. Alors, j'ai proposé dans cet ouvrage 15 films qui vont des années 80 à aujourd'hui. Donc, il y a des films tout à fait récents. La Conjuration, par exemple. La Hantise au Connecticut. Et je prends donc ces histoires-là et on décante le fait divers qui l'a inspiré. Et dans tous ces cas-là, j'ai mené une enquête moi-même personnel sur le terrain. J'ai rencontré des témoins, je suis allé vérifier des trucs et je donne un peu mon appréciation comme étant l'enquêteur du paranormal. Donc, quelle est mon appréciation de ces histoires-là? Et j'imagine, c'est un ouvrage qui va plaire certainement aux lecteurs parce que ça fait partie de la culture populaire, le cinéma, mais en même temps, les gens vont découvrir que entre le fait divers et le film, il y a souvent un monde entre les deux, je dirais les libertés artistiques que les réalisateurs prennent lorsqu'arrive le temps de mettre ça sur celluloïd. C'est énorme. OK, mais t'as pas l'impression de couper notre fun? Ah, je crois pas. Je pense qu'il faut parce qu'il y a des histoires là-dedans pour lesquelles on n'a pas d'explication ou des histoires, même si on les transforme. Je te donne un exemple. On fera pas tout un segment là-dessus, mais j'ai pris par exemple un film qui était très populaire auprès des amateurs d'OVNI. Un film qui s'appelle OVNI, l'ultime rencontre. En anglais, c'était Fire in the Sky. Fire in the Sky raconte l'histoire d'un groupe de bûcherons en 1975 en Arizona, près de Snowflake, et l'un d'entre eux, un dénommé Travis
Travis Walton affirme, bon, te mettre un peu dans le contexte, on est à l'automne de 1975, on est en novembre 75, ces gens-là travaillent dans un chantier d'abattage, et puis un soir, au moment où ils se préparent à quitter les chantiers, ils voient un objet mystérieux qui flotte au-dessus du boisé. Alors les hommes montent dans la camionnette, sauf l'un d'entre eux, qui décide un peu d'aller inspecter de quoi il en retourne. Il s'approche de l'objet et là, il est zappé par une sorte de rayon bleu. Il est projeté sur le dos. Ses compagnons, alors, prennent panique, sont dans la camionnette. On pèse sur l'accélérateur et on quitte les lieux. Sans se préoccuper de notre compagnon qui était abandonné. Là. Un chum, hein? Un bon chum de gars. Quand t'as besoin d'un chum, c'est là-dessus que tu comptes. Alors, les types vont rouler dans le boisé à peut-être une distance de 2 kilomètres et soudain, l'un d'entre eux, il prie de remords. Et là, il se dit, écoute, il était peut-être pas mort, notre gars, tu sais. Fait que ça serait peut-être intéressant de retourner voir ce qui s'est passé. Donc, ils vont retourner sur place pour constater finalement que Travis Walton a disparu. Oh. Alors, ils vont fouiller les alentours. La nuit tombe et là, ils sont limités par les moyens. Ils vont finalement retourner en ville, informer le shérif de la disparition de Travis Walton, avec tout ce que ça l'implique, bien sûr. Tu racontes au shérif, on a un de nos chums qui est disparu, mais il était zappé par un rayon bleu sorti d'un ovni. Ça paraît louche. Vous avez bu quoi? T'as tout compris. D'ailleurs, pendant un moment, les gens de Snowflake, il va y avoir une sorte... Ce petit groupe de bûcherons vont vivre un peu un ostracisme par rapport à la population parce qu'on se dit, cette histoire d'OVNI, ça tient pas la route. Ces gens-là ont tué Travis et ont inventé l'histoire de la soucoupe volante pour essayer de leurrer les gens. Et pendant donc une semaine, on est sans nouvelles de ce Travis Walton. Les compagnons de Travis Walton vont même passer un test de polygraphe, le fameux détecteur de mensonges, qu'ils vont tous passer, comme on dit, avec les honneurs, le flying color, sauf l'un d'entre eux, mais c'est pas significatif. Celui qui a échoué le test, faut avouer qu'il avait déjà un passé criminel, mais des petits larcins, là, vente de marijuana, un vol à l'étalage, des petits trucs comme ça. Donc, on comprend que lui, dans son cas, l'environnement policier, entre guillemets, le mettait nerveux. Et un détecteur de mensonges ne détecte pas les mensonges, mais plutôt les réactions physiologiques. Donc, comme le type était déjà nerveux, il a échoué son test. Mais le spécialiste du polygraphe n'en a pas vraiment tenu compte. Pour lui, c'était pas significatif. Le fait que tous les autres aient réussi à passer le polygraphe, ça, c'était significatif. Or, pendant une semaine, on est sans nouvelles de ce Travis Walton, et puis voilà que du jour au lendemain, Travis revient. Donc, une semaine après sa disparition, en fait 5 jours après sa disparition, son beau-frère reçoit un coup de téléphone en soirée. C'est Travis. Il lui téléphone depuis une cabine téléphonique. Et là, il dit, écoute, je suis de retour. Et là, évidemment, cette histoire-là, du jour au lendemain, elle fait la manchette, elle est dans tous les journaux. Écoute, ce fameux bûcheron enlevé par des visiteurs de l'espace. C'est un film qui nous a tous marqués. Oui. Et donc, j'irai pas plus loin, mais disons que quand on a fait le film, l'OVNI, l'ultime rencontre, Fire in the Sky, les réalisateurs se sont permis certaines libertés pour rendre le film plus captivant, plus d'action. Mais en soi, l'affaire de Travis Walton n'a jamais été vraiment déboulonnée moi-même. J'ai enquêté sur l'affaire et j'ai pas une solution absolue. C'est-à-dire que je suis partagé entre la réalité de l'histoire telle que Travis la raconte et aussi, bien sûr, la possibilité de la fraude, de la manipulation. On n'est jamais à l'abri de ça. Mais je ne peux pas trancher de manière définitive est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. C'est vrai que les réalisateurs ont pris des libertés avec le film, mais l'histoire de Travis Walton reste, à mon avis, une excellente histoire d'OVNI pour laquelle on doit s'interroger sur la réalité de l'expérience. Donc, le nouveau livre de Christian R. Page, l'enquêteur du paranormal au cinéma, va être disponible le 16 mars. Dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Dans toutes les bonnes librairies. Mais on aura d'ici là l'occasion certainement de s'en reparler. Mais en tout cas, j'invite les gens, je pense que vous allez trouver ça fascinant. Et il y a des histoires là-dessus vraiment que je me suis cassé les dents. Écoute, il y a une affaire, on pourra en reparler dans une autre intervention, mais il y a un truc qui me fascine depuis des années, ça s'appelle l'affaire Dyatlov. Et j'ai eu la chance d'avoir accès aux archives russes que j'ai dû faire traduire pour comprendre de quoi il était question. Il s'agit d'un groupe de 9 randonneurs qui se sont rendus dans l'Oural en 1959. On est dans la nuit du 1er au 2 février 1959. Et pour une raison quelconque, ils ont installé leur tente sur la pente, mais une pente très légère d'une montagne.
Et voilà que durant la nuit, pour une raison inconnue, ils vont tous quitter la tente. Ils vont déchirer la toile, en fait. Ils vont sortir de la tente. Ils sont très légèrement vêtus. Hein. Ils s'apprêtaient à se coucher, donc ils sont en chaussettes avec leur chandail, un t-shirt et rien de plus. Et ils vont courir dans tous les sens, s'éloigner de la tente. Et au lever du jour, évidemment, tous ces gens-là sont morts d'hypothermie. Mais qu'est-ce qui les a amenés à quitter cette tente-là et à fuir comme ça dans la montagne, visiblement paniqués par quelque chose et pour lequel on n'a jamais trouvé d'explication? J'ai eu accès aux archives russes et le rapport de l'enquêteur original de l'époque disait « Ces gens-là sont décédés parce qu'ils ont cédé à une force inconnue, irrésistible. » Une force inconnue et irrésistible. Tu fais peur à Laurence, là. Quelque chose qui les appelait. Je vois plus jamais en camping. Et cette affaire-là, aujourd'hui, ce petit endroit-là, dans les montagnes de l'Oural, qui est quasi inaccessible, s'appelle aujourd'hui le col Dyatlov, du nom du leader du groupe qui s'appelait Igor Dyatlov. On a fait un film, on s'est inspiré de cette histoire-là pour faire un film qui s'appelle Le Passage du Diable ou le Passage Dyatlov. Il y a plusieurs titres au film qu'on va retrouver dans l'ouvrage. Et cette histoire-là m'a fasciné. J'ai essayé de prendre le problème, je l'ai analysé sous tous les sens. Et l'enquêteur du paranormal s'est cassé les dents. J'ai pas trouvé la solution. C'est le fun, ça. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas trouvé la solution. Il y a plusieurs hypothèses. Certaines, ça va de l'hypothèse vraisemblable à certaines qui, à mon avis, relèvent du délire. Ouais. Mais entre les deux, si on me posait la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais pas. Ces gens-là ont visiblement été effrayés par quelque chose, mais la source de cette peur panique, j'en ai absolument aucune idée. Christian, on va juste dire aux auditeurs, parce qu'exceptionnellement, comme à chaque début de mois, t'es avec nous le vendredi pour Absolument. une émission. Là, des fois, c'est 1 heure, des fois, c'est 1h30. Comme ce soir, on est gâtés, c'est 1h30 avec Christian Page. Mais à toutes les semaines, on se parle le mercredi. Oui. Sauf le mercredi, le premier sauf mercredi la du mois. semaine, c'est ça. Sauf la semaine où Christian vient nous voir en studio. Voilà. C'est en plein ça. Et comme à tous les vendredis, on va pouvoir prendre des appels des auditeurs. Si vous avez des questions sur un sujet intéressant à Christian, vous écrivez sur le live à radiox.com ou encore vous appelez au 670-9098. Je sais que il y a beaucoup d'auditeurs de Montréal qui nous écoutent actuellement sur les internets. C'est fou. 1-877-440-2464. Tu veux nous parler d'observation d'OVNI au Québec? Oui, parce que ce que l'on fait tous les mercredis ensemble, c'est une sorte de petit bulletin de nouvelles insolites. Parce que c'est vrai que l'actualité insolite, elle est très riche. Ouais. Même si les grands médias la boudent malheureusement. Donc, ça nous permet en fait de communiquer avec les gens qui nous écoutent ces informations. Alors, tes impressions selon toi, Laurence, est-ce que l'activité ufologique est en grande montée ou elle est en pente descendante? Ben moi, je pense qu'il y en a peut-être de plus. Ben il y en a sûrement autant qu'avant, mais j'ai l'impression que les gens y prêtent plus attention qu'avant. Peut-être. Plus, Ah ouais. je pense que c'est peut-être sans dire en montée. J'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, avec le développement de la technologie, puis tu sais, avec des gens qui en parlent de plus en plus, ben ça offre une ouverture sur le sujet. Tu sais, Okay. je pense que sans dire en montée, je pense que on en parle de plus en plus, puis les gens sont de plus en plus ouverts à en discuter. OK. Tu veux que je t'en compte une bonne? Vas-y. Cet été, c'était la fête à ma conjointe, on était sur le bord du lac, puis on a décidé de faire des lanternes asiatiques. Ou Ouais, non. quelque chose du Lanternes genre. chinoises ou Lanternes asiatiques, chinoises. Merci. Et on a décidé de n'allumer 2. oh! Et on T'as généré des observations d'OVNI. Ben, c'est ça. 3 semaines plus tard, il y a le monsieur, l'autre bord du lac, qui vient me voir. Il dit, hey, il y a 2 semaines. J'ai vu quelque chose dans les airs, là. Il dit, c'était bas, puis bon, c'est vrai, j'ai pris 1 ou 2 bières, mais écoute, je m'explique mal c'était quoi. C'était pas un avion, ça clignotait pas, mais ça allait d'un bord puis de l'autre, à gauche, à droite, ça descendait, ça montait. Puis il dit, à un moment donné, je l'ai perdu de vue dans le ciel. Il dit, d'après moi, ils sont venus nous visiter. Ouais. J'étais-tu gêné de dire que c'était des lanternes chinoises qu'on avait allumées? Ben, écoute, tu sauras que ton observation se classe parmi peut-être les 415 observations d'OVNI qui ont été colligées au cours de l'an dernier, donc durant l'année 2015, par l'Association québécoise d'ufologie. C'est 415 observations. C'est un record pour ce groupe-là. Et écoute, rien que pour te mentionner, bon, il y a quand même des éléments statistiques. C'est ce qui ressort. On nous dit, par exemple, dans ces données
données statistiques que les mois les plus occupés, donc les mois les plus actifs au niveau des observations, sont les mois de août et de septembre, avec de manière réciproque 69 et 87 observations, et que les mois les moins occupés étaient les mois de décembre et de janvier, avec 11 et 6 observations. Alors là, tu auras compris sans aucun doute, et si je t'ajoute à ça que les observations sont généralement rapportées entre 20h et 23h, avec un pic aux alentours de 21h, tu auras compris que ces manifestations-là traduisent davantage l'activité humaine qu'une activité extraterrestre. Ah oui? Parce qu'on est beaucoup plus souvent à l'extérieur au mois d'août, aux belles soirées du mois d'août, du mois de septembre, généralement entre 20h et 23h. Donc, évidemment, comme on est à l'extérieur, comme tu le racontais avec ta conjointe, on est à l'extérieur, on fait des activités, on allume des lanternes chinoises pour tromper nos voisins. Mais c'était pas pour le tromper. Mais quand il est venu me voir, il m'a dit ça, moi je riais, là. Ouais, donc, mais je l'ai laissé dans ses affaires, puis encore aujourd'hui, il doit répandre la rumeur comme quoi au lac, on a vu des extraterrestres. Là. Les voisins, ils ont eu des extraterrestres direct sur leur terrain. Christian, avec l'avènement des drones aussi. Oui, ça tu vois, et c'est amusant parce que justement cette association, l'Association québécoise d'ufologie, dont on parle de plus en plus souvent dans les médias, entendons-nous, on parle ici d'une organisation qui est composée d'amateurs. Là. C'est pas des scientifiques, c'est pas des astrophysiciens, ce sont des gens qui se dédient à la collecte d'informations sur les ovnis. Et ces gens-là, il y a quelques semaines, je suis allé souper avec l'un des directeurs des enquêtes, un type qui s'appelle Ricardo Melfi, et écoute, il me disait à peu près la même chose que tu me mentionnes, c'est-à-dire que de ces 415 observations, il n'y a pas eu d'observation très spectaculaire. C'est très souvent des petites lumières observées de nuit et pour lesquelles il n'y a pas suffisamment d'informations pour qu'on puisse tirer une conclusion. Comme ton voisin, par exemple, qui sort à l'extérieur, voit une lumière inhabituelle dans le ciel, mais comme il ne sait pas exactement quelle est l'activité humaine autour du lac, ben évidemment, il va tirer des conclusions. Bon, l'ensemble des observations rapportées l'an dernier étaient surtout de ce type-là, et ce qui devient de plus en plus problématique, bien sûr, il y a que les gens font des activités extérieures, mais il y a également la présence de drones qui se multiplient et aussi des gens qui vont utiliser des drones pour faire des mystifications et des arnaques. Bon, parce que bon, il y a des gens qui s'amusent avec leurs drones, mais il y en a qui se disent si on pouvait mettre quelques petites lumières après ça, je pense que ça serait assez cocasse. Un petit drap blanc voilà, pour aller visiter la grand-mère. Donc, évidemment, il faut tenir compte de ça. Donc, on a 415 observations dûment rapportées à l'Association québécoise d'ufologie, mais ces 415 observations ne signifient pas 415 engins extraterrestres venus de Betelgeuse. Il y a une statistique là-dedans que j'ai trouvée très intéressante quand même. Et ça peut toujours un peu paraître élitiste de dire ça, mais on constate également que le nombre d'observations va décroissant en fonction de l'éducation des gens. Donc, plus les gens sont éduqués, moins ils auront tendance à spéculer sur des explications un peu fantaisistes. Et là, évidemment, des gens auront tendance à dire « Oui, mais attention, les gens les plus éduqués, souvent, tiennent des postes, occupent des postes en société qui sont plus importants, plus prestigieux, et ces gens-là ont plus à perdre que monsieur, par exemple, qui travaille dans une manœuvre, puis là, on comprend, on ne fait pas ici on n'essaie pas de mépriser certains métiers par rapport à d'autres, par rapport à d'autres corps de métier, mais on comprend que le manœuvre qui travaille dans une usine a moins à perdre sur sa réputation que le type qui est médecin ou le politicien qui va rapporter avoir vu un ovni. Mais cette affirmation-là ne tient pas la route parce que même quand on fait ce genre de relevé-là de manière anonyme, on distribue des documents ou des questionnaires de manière anonyme à des groupes et on leur demande leur formation, tout ça, on constate effectivement que les gens qui ont des formations universitaires ont moins tendance à spéculer sur le fantastique et l'extraordinaire. Je te pose une autre question comme ça. Quelqu'un au Québec qui voit quelque chose là de non identifié va peut-être penser aux ovnis, mais au Brésil, dans une favela, ou un endroit où c'est extrêmement religieux, peut peut-être penser que c'est la Vierge Marie qui leur apparaît. Là, ce que tu dis là, Yannick, c'est le cœur du problème des ovnis. C'est-à-dire que dans le phénomène des ovnis, il y a ce qu'on pourrait appeler la manifestation elle-même. Donc, là, on est vraiment dans le domaine de la science dure. Hein? Ouais. Les gens voient quelque chose. Est-ce qu'on peut documenter ça? Mais à partir du moment où on va documenter une manifestation, ce que l'on sait maintenant, parce que ça fait quand même 70 ans l'ère moderne des ovnis est apparue, on situe
le début de ça immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, donc aux alentours 45, 46 à peu près, les premières observations qu'on va colliger d'abord dans les pays scandinaves et ensuite aux États-Unis à partir de 1947. Donc, on en est à 70 ans d'enquête sur les ovnis. Et qu'est-ce que l'on sait de ces manifestations? C'est que malheureusement, et même si ça peut déplaire aux ufologues, il faut pas se le cacher, il y a une forte dimension sociologique à ces phénomènes-là. En fonction des lieux où ils sont rapportés, de la manière dont ils sont observés, et surtout en fonction aussi de la culture des gens locaux, ces manifestations-là vont revêtir des types d'explications qui vont varier d'un groupe à un autre. Alors, et c'est vrai, non seulement dans la manifestation, mais dans la qualité de l'information. Par exemple, dans les pays scandinaves, on a très peu d'observations où les objets ont été agressifs envers les témoins. Alors qu'en Amérique du Sud, on a beaucoup d'observations où les ovnis ont foncé sur les voitures ou même des occupants se sont attaqués à des gens. Donc, on voit que déjà là, sur le plan culturel, il y a des choses qui varient d'un groupe à l'autre. Et ce que les études montrent, effectivement, il faut tenir compte de cette dynamique sociologique en fonction des croyances de tout un chacun. Néanmoins, à la base, il y a quand même un stimuli. Il y a quelque chose dans le ciel qui se passe. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Dieu, le diable, des extraterrestres? Là, c'est souvent une question d'interprétation. Et là, on quitte l'univers de la science. On va juste faire une aparté. Il se passe quelque chose sur la route, Laurence? Oui, juste mentionner rapidement, là, pont Pierre-Laporte, là, direction sud, dans la bretelle pour prendre le pont Pierre-Laporte, il y a eu un capotage. C'est quand même assez sérieux, là. On parle peut-être possiblement mortel. Il y a un des véhicules qui est sur le top, le toit complètement arraché. Donc, soyez prudents dans ce secteur-là. Pont Pierre-Laporte, direction sud. Pont Pierre-Laporte, direction sud, dans la bretelle pour aller vers Montréal? Oui, c'est ça, exactement. OK. Fait que soyez prudents. Policiers, pompiers sur place? Les policiers sont sur place, j'imagine, parce que, regarde, ça sort, le gros bouchon 20, direction ouest, à la sortie des ponts, bouché sur la 20, hauteur Costco et pont. Il y a plusieurs polices, 3-4 véhicules, 2 véhicules de pompiers également. OK. Si vous avez plus de détails, écrivez-nous sur le live à radiox.com. Il y a des gens qui veulent nous parler? Oui. 670-9098, 670-9098 pour les gens de l'extérieur. Dans le Grand Montréal, 1-877-440-2464, c'est notre ligne sans frais. Ce soir, on passe la soirée avec Christian Page, l'enquêteur du paranormal. Allô, Radio X? Oui, bonjour. Salut. Bonjour la gang de Radio X, bonjour Monsieur Christian Page. J'écoute ce que vous dites depuis tout à l'heure, puis j'ai quelques affirmations à compléter sur ce que vous avez dit. Premièrement, des années 1500 à 1800, il y a plusieurs peintures d'artistes connus qui se sont vendues des milliers de dollars qui contiennent des petits objets qui ont vraiment l'air de des ovnis. Donc, mais attention, j'ai bien mentionné aussi dans mon intervention, j'ai parlé de l'ère moderne des ovnis. Parce que si on prend toute la littérature, évidemment, on peut reculer jusqu'à l'Égypte antique, les Sumériens, là, bon. Moi, je parle vraiment de l'ère moderne des ovnis, là. On s'est entendu, tous les ufologues du monde entier s'entendent sur une date, le 24 juin 1947, qui commence avec l'observation. Non, c'est l'observation d'un type qui s'appelle Kenneth Arnold, qui avait observé 9 objets au-dessus du mont Rainier. C'était dans l'après-midi du 24 juin 1947. C'est d'ailleurs, on prête à Kenneth Arnold l'invention du mot soucoupe volante. Il a observé ces objets. En fait, c'est assez amusant parce que les objets ressemblaient en fait à des boomerangs. On voit comment la culture, encore une fois, va transformer la réalité. Kenneth Arnold est un propriétaire d'une compagnie qui fournit des équipements d'incendie. Il a un petit appareil, un petit avion privé. Il vole au-dessus du mont Rainier. Quelque temps plus tôt, un appareil de l'armée américaine s'était écrasé sur l'un des versants de la montagne et l'armée, la US Navy, avait lancé comme ça un appel aux pilotes. Si vous survolez le mont Rainier, passez sur le flanc gauche, sur le côté est. Peut-être verrez-vous des marques pour nous indiquer où se trouve l'appareil parce qu'on n'avait pas retrouvé l'avion. Alors, Kenneth Arnold vole au-dessus du mont Rainier. On est dans cet après-midi du 24 juin 47. Et là, soudain, l'attention attirée par une série de flashs. Il regarde et là, il voit 9 objets. En fait, c'est 2 rangées d'objets, un groupe de 5 et un groupe de 4. Ces deux rangées d'objets survolent le mont Rainier. Et comme c'est un pilote, il fait une triangulation. Il sait, lui, où il se trouve. Il sait où se trouve le sommet du mont Rainier et le mont Adams qu'il peut voir. Il essaie de voir un peu les angles, voir si ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vraiment bien vu. Il calcule ça et là, pour lui, l'objet vole à 2400 km à l'heure. Faut se rappeler, on est en 1947, le mur du son, qui est à peu près 1200 km/h, n'a pas encore été franchi. Donc, ces objets-là sont 2 fois plus vite que la vitesse du son qu'on n'a pas encore réussi à traverser. Alors, lorsque Kenneth Arnold se pose à l'aéroport, il confie à des gens ce qu'il a observé. Et là, il y a un journaliste qui se trouve par hasard sur place. Et lorsque Arnold lui raconte son histoire, le journaliste lui demande, il dit, oui, mais ça ressemblait à quoi?
Et là, Kenneth Arnold dit, ça ressemblait à des boomerangs, mais au centre, il y avait comme une partie qui était plus sombre. Et là, le journaliste de lui demander, et ça se déplaçait comment? Est-ce que ça se déplaçait comme un avion? Et Arnold de répondre, non, ça se déplaçait comme une soucoupe que l'on aurait fait ricocher sur une mare d'eau. Donc, tu vois, il utilise le mot soucoupe pour décrire le mouvement des objets, pas leur forme. Mais le lendemain, le journaliste publie un article en disant « Un pilote américain a vu des soucoupes volantes ». Le terme est lancé et ça devient le jour J, le jour 1 de l'ère moderne des soucoupes volantes, le 24 juin 1947. Christian, c'est pratiquement mot à mot ce que j'ai entendu. Sérieusement, je trouve que tu as une mémoire exceptionnelle. Ça fait peur, des fois. Je suis jaloux. Ensuite, le deuxième point que je voudrais dire, ce qui concerne les manœuvres qui seraient plus aptes à parler un peu, étant donné que leurs carrières sont pas en jeu. Il y a l'ancien vice-premier ministre, je pense qu'il s'appelle Paul, je me rappelle plus son nom de famille. Paul Héllière. Ouais, lui, il a parlé en sacrament des ovnis. Il allait par, tu sais, souvent il était un peu dans l'ombre là, tu sais, il allait par sous-entendu là, mais il a toujours été clair là-dessus. Il y a des êtres qui nous ont visités, puis lui, il avait de l'air au courant. Ça, il a jamais eu peur d'en parler. La seule affaire que moi je me méfie un peu dans des trucs comme ceux-là. Puis là, je veux pas minimiser la qualité du témoignage. Hein. Déjà que c'est difficile d'avoir des témoignages de gens qui sont des gens, en tout cas, qu'on estime l'intelligence, l'intégrité. Paul Héllière est l'un d'entre eux. Sauf que moi, ce que je me méfie de ça, c'est que Paul Héllière, par exemple, il parle beaucoup, bon, maintenant il est âgé de 90 ans, quelque chose comme ça, et là il parle beaucoup des ovnis depuis quelques années. La problématique avec Paul Héllière, et là c'est le journaliste qui parle, on se comprend bien, moi je suis pas un chasseur de fantômes, je suis pas un ufologue, je suis un journaliste. C'est un démystificateur. Je l'ai bien dit, là. Mais j'essaie de regarder ça de manière froide. Et ce que je constate, et ce que je constate dans le discours de Paul Héllière, bon, Paul Héllière, pour le placer pour les auditeurs, il a été le ministre de la Défense de 1960 à 1963 sous l'administration de Diefenbaker. Donc, on se dit, il était bien placé pour les ovnis 1960-63, ministre de la Défense. Or, la problématique, elle est là. C'est que Paul Héllière utilise ce titre-là, où lui ou les gens qui le présentent, voici Paul Héllière, ancien ministre de la Défense. Le problème, c'est que le discours de Paul Héllière date au plus de 10 ans. Donc, tout ce qu'il raconte, c'est des trucs qui sont tout à fait récents. J'ai vu ça sur Internet, quelqu'un m'a raconté tel truc, je pense ceci. Mais quand on lui demande, oui, mais quand vous étiez au ministère de la Défense entre 1960 et 1963, avez-vous vu quelque chose? Non. Avez-vous vu des documents pertinents? Non. Y avait-il une politique au gouvernement canadien? Non. Peut-être qu'il a signé un papier. Ah, c'est possible, mais moi, comme journaliste, je me dis, c'est quand même curieux que le type nous parle des ovnis, mais c'est comme si c'était une passion qu'il avait développée au cours des 10 dernières années, qu'il alimente, mais en fait, son discours, c'est un discours qui serait le propre de tout un chacun, qui irait glaner de l'information à gauche et à droite sur le web. Il ne fournit pas une information qualitative en fonction du poste qu'il a occupé dans les années 60. Et ça m'agace. On fait exactement la même chose avec l'astronaute Edgar Mitchell, qui est décédé il y a quelques semaines. C'est une perte, faut pas se le cacher, il y a eu 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Il n'en reste plus que 6 ou 7. J'ai bien l'impression, Buzz Aldrin, le deuxième homme à marcher sur la Lune, avait dit à un moment donné, il dit, je redoute le jour où sur Terre, il n'y aura plus personne pour dire, je suis allé sur la Lune. Et tous les astronautes maintenant qui ont marché sur la Lune ont plus de 80 ans. Donc, si on ne retourne pas rapidement sur la Lune, je pense que la prédiction de Buzz Aldrin risque malheureusement de se confirmer. Mais j'en reviens à Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, c'est le docteur Edgar Mitchell. Il est bardé de diplômes, notamment dans le domaine de l'astronautique et de l'astrophysique. C'est un individu qui a été l'un des hommes qui a marché sur la Lune avec Apollo 14. Et voilà que Mitchell, évidemment, au cours des dernières années, à partir des années 90, faut quand même dire que Mitchell a toujours eu des marottes un peu spéciales. C'est un type qui s'intéressait beaucoup, par exemple, à la parapsychologie. Même durant le vol d'Apollo 14, et ça n'a pas été fait avec l'aval de la NASA, on le comprend, il a tenté une expérience de télépathie avec des gens qui étaient au sol. Ah. Donc, il y avait des amis à lui qui s'intéressaient à la parapsychologie, et là, il s'est dit, bon, je m'en vais dans l'espace. Alors, pendant que le module de commande était autour de la Lune, Mitchell essayait de transmettre des nombres aléatoires à un groupe de gens qui étaient au sol. Ça n'a pas été très significatif, mais quand même, ça a été fait.
Et quand il a quitté la NASA, donc en 1974, il quitte la NASA, il va créer une association de recherche sur les phénomènes paranormaux. Donc c'est quelque chose qui l'intéresse. On le comprend là, on a situé le bonhomme. C'est vrai que c'est un spécialiste, c'est un savant, ayons pas peur des mots. C'est un type qui a marché sur la Lune avec tout ce que ça l'implique, mais c'est un type qui a des marottes particulières. Et depuis des années... demander s'il a pas vu quelque chose en haut pour y croire autant. Mais voilà, il dit tout l'inverse. C'est là quelle est la problématique. Ça a l'air de la théorie des anciens astronautes, là, Mars, Vénus, tout ça. Là. Parce que quand on posait la question, c'est vrai qu'il a été un apôtre de la défense de la conspiration. C'est-à-dire que depuis les années 90, Edgar Mitchell, le docteur Edgar Mitchell, a été de tous les combats, de tous les discours, de toutes les présentations publiques où des gens ont dit il faut que le gouvernement rende publique l'information qu'il a sur les ovnis. Il y a aux États-Unis même une organisation qui s'appelle le Disclosure Project qui regroupe des gens qui ont occupé des postes importants dans l'administration américaine et qui militent pour l'ouverture des dossiers, et Edgar Mitchell a fait partie de ce groupe-là. La problématique avec Edgar Mitchell, elle est exactement la même qu'avec Paul Héllière. C'est-à-dire qu'Edgar Mitchell, il dit oui, je pense qu'on a été visité par des extraterrestres, je pense que le gouvernement nous cache des choses, et je pense que l'affaire de Roswell, par exemple, était vraie, tout ça. Donc, il en rajoute. Il y a un discours excessivement éclectique là-dessus. Et quand on demande à Edgar Mitchell, il dit, OK, mais vous, là, Edgar Mitchell, l'astronaute, est-ce que vous avez vu quelque chose de mystérieux? Non. Quand vous étiez à la NASA, est-ce qu'il y avait une politique de dissimuler l'information? Non. Alors, pourquoi tenir ce discours-là? Alors là, Mitchell dit, parce que je connais des gens, qu'il ne nomme pas, bien sûr, je connais des gens en qui j'ai confiance, qui, eux, m'ont raconté ça. Donc, c'est l'histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. C'est pas le gars qui a vu la patente. Mitchell dit pas « j'ai vu un extraterrestre dans un hangar » ou il ne dit pas « pendant le vol d'Apollo 14, on a été suivi par un ovni » ou « quand on était sur la Lune, on a vu des choses bizarres ». Non, c'est pas ça son discours. C'est « il y a des gens que je connais, en qui j'ai confiance, qui m'ont dit que c'était vrai. Donc, comme j'ai confiance en eux et qui me disent que ça doit être vrai, ça doit être vrai. » Et ça, c'est un peu comme Paul Héllière. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, un individu très important. On ne minimise pas son passé, son CV. Ce sont des individus importants, mais quand on regarde leur discours, on dit il y a quand même un petit talon d'Achille là, dans le discours. Hein? Je sais pas aussi convaincant qu'on voudrait nous le faire croire. Moi, j'aurais bien aimé qu'Edgar Mitchell me dise, je l'ai rencontré moi à 2 reprises, Edgar Mitchell. Quel bonhomme fascinant. Mais je me rappelle, à un moment donné, je faisais une entrevue avec lui, on était en Floride, d'ailleurs, il vivait en Floride, et lorsqu'on s'y met à parler, par exemple, des ovnis, j'aurais aimé ça qu'ils me disent, avec Apollo 14, on a vu tel ou tel truc bizarre. Non, il était catégorique là-dessus. Non seulement lui n'a rien vu, il a même dit j'ai pas l'impression que mes collègues astronautes des vols Apollo aient vu quoi que ce soit non plus. Donc toutes les rumeurs qui circulent, lui rejetait ça, balayait ça du revers de la main, il dit j'ai pas de l'impression que mes collègues en aient vu, en tout cas ils m'en ont jamais parlé. Moi j'ai jamais rien vu et la NASA, il y avait pas de document qui disait si on voyait des ovnis ou tout ça, ne pas en parler. Il y avait un secret, évidemment on le comprend, c'est le début des années 70, c'est la conquête de la Lune. Hein, c'est la guerre froide. Oui. Qui va être les premiers sur la Lune? Les Russes. Les Américains n'ont pas peur des extraterrestres en 1970. C'est les Russes qui leur font peur. Qui va arriver les premiers sur la Lune? Donc, évidemment, il y avait une confidentialité qui entourait cette démarche-là, ces vols lunaires. Mais de quelque chose de spécifique sur les ovnis, Edgar Mitchell était catégorique. Non, ça n'existait pas. Il n'y avait pas ça. Lui, il n'a rien vu. Des gens en qui il a confiance, encore une fois, qu'il ne nomme pas, qu'il prend soin de ne pas noter. Des gens qui l'avaient confiance ont vu des choses et lui ont dit que c'était vrai. Donc, petite déception. Voilà. Edgar Mitchell adhère à ça. Faut pas minimiser non plus ce témoignage-là. C'est quand même un individu qui est capable de décanter l'information qu'on lui fournit. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut mettre un bémol sur cette affirmation-là. Ça te va? Merci beaucoup. Je vais être obligé de te laisser. Faut que je laisse la chance aux autres. Ah, OK. Désolé. Bonne soirée. Non, il n'y a pas de problème. Bye bye. C'est vrai que je parle beaucoup, hein? Non, il y a pas un, deux. Les deux. Une des deux. Allô, Radio X? Oui, salut, c'est moi, là? Oui, c'est à vous, monsieur. OK, c'est bon. En fait, moi, j'ai étudié en effets spéciaux au cégep Limoilou. Puis, amené un travail d'école que j'avais fait un OVNI. On peut aller le voir sur OVNI Beauport Québec sur YouTube avec mes talents d'acteur. Puis il était pas super super bien fait. Tu sais, le début il était moins bien fait, mais après ça, ça se fondait. Puis là, il y a du monde qui sont venus me voir avec ça là, puis qui ont rentré en contact avec moi, dont OVNI, c'était quoi, OVNI Trois-Rivières. OVNI Trois-Rivières, il a même trouvé mon numéro de téléphone. Je sais même pas comment il a fait, fouille-moi.
Puis il voulait prendre un café avec moi. Puis là, il dit, en tout cas, ton affaire, le vaisseau, ça va être un shapeshifter parce qu'il change de forme. Là, j'étais là, hey, il est pas dingue, mais parce que s'il change de forme, c'est parce qu'il est mal fait mon montage. En tout cas, je te dis qu'il y a du monde. Moi personnellement, je crois aux extraterrestres. Oui. Comme je crois aux fantômes. J'en ai jamais vu. Ça existe pas, je sais pas. Mais en tout cas, les extraterrestres, d'après moi, c'est beaucoup plus plausible que les esprits. À la grandeur de l'univers, écoute, on est petit, là, on est une cellule, là. Mais par contre, j'en ai jamais vu. J'aimerais bien ça d'en voir, mais je suis pas sceptique, je suis pas fermé, mais... Okay. Mais il y a quand même 2500 personnes qui sont allées le voir. Ouais, je suis rendu à ça parce que j'ai abandonné ça fait longtemps. Mais en fait, dans ce que vous dites, il y a deux choses qui sont excessivement intéressantes ici. Dans un premier temps, il y a dans le domaine du paranormal. Bon, il faut quand même l'avouer, il y a beaucoup de gens on n'est pas dans un univers académique. Ayons pas peur des mots, là, les groupes de chasseurs de fantômes, les groupes de chasseurs d'ovnis, on est d'accord, il n'y a pas beaucoup d'astrophysiciens là-dedans. Là. Donc, ce sont des amateurs qui s'intéressent à ces sujets-là. Ce qui est un peu malheureux, c'est que dans le discours, dans la démarche scientifique ou critique, c'est pas de dire ça n'existe pas, mais on doit toujours aller de l'explication la plus vraisemblable vers l'explication la moins vraisemblable. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui vont immédiatement tirer la conclusion de ça doit être des extraterrestres. Ben, eux autres, ils ont besoin de nouvelles choses pour se fournir, c'est pour ça. Donc, intéresser c'est leur un peu auditoire. comme les gens qui regardent. Moi, j'ai vu, il y a des gens là, qui sont obsédés. Tu sais que la station orbitale, l'ISS, la Station internationale spatiale, elle transmet 24 heures sur 24. Donc, généralement, elle montre les activités des astronautes à bord de la station. Et lorsque les astronautes sont en période de repos, les caméras extérieures filment l'espace. Et évidemment, on a des images, mais extraordinaires de la Terre, des levées de soleil. C'est fabuleux. Mais de temps en temps, ces gens-là, écoute, il y a des gens qui regardent ça, là, et assidûment, sont derrière leur écran et regardent ça seconde par seconde. Ils enregistrent ces images-là pour les regarder au ralenti. Et bien sûr, tu l'auras deviné, Yannick, de temps à autre, il y a une petite lumière qui passe. Dans le ciel. Et là, ça se retrouve sur le web, les médias sociaux, un ovni, puis là, il te remonte l'image avec une grosse flèche pour te le montrer. Écoute, il y a 500 000 débris dans l'espace. Oh. On est une véritable poubelle. On est au cœur d'une poubelle, flottante. 500 000 débris. Je ne sais pas, mais si je vois un petit point lumineux passer dans le ciel, j'aurais tendance à croire que c'est peut-être un boulon, le gant d'un astronaute, une boîte à lunch qui a été oubliée. On en a 500 000 débris. Non, immédiatement, un petit point lumineux. Pas de mouvement aéronautique particulier, rien qu'un petit point lumineux qui traverse l'image. Hop, c'est un engin spatial venu de Bételgeuse. Là, attends une minute, là, je pense qu'il faut se calmer. Dans la société, je trouve qu'il y a beaucoup trop de Mulder versus de pas assez de Scully. Quelle belle réflexion, t'as tout à fait vrai. Et l'autre élément qui était mentionné ici, c'est ce débat-là des extraterrestres. Là, ici, il faut quand même bien le comprendre. Si on parle des extraterrestres, donc, y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? Cette question-là, je pense que faire l'amalgame entre ça et les ovnis, c'est un peu, à mon avis, un peu forcé. Puis je t'explique pourquoi. Si on demandait à la communauté scientifique, y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? La réponse serait certainement, à l'unanimité, serait un gros oui. Les découvertes depuis les 20 dernières années dans le domaine de l'astrophysique et l'astronomie ont révolutionné notre pensée de ce que pouvait être la vie dans le cosmos. Rappelle-toi, bon, peut-être pas toi, Yannick, t'es quand même très jeune, mais moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on parlait, on savait même pas si notre système solaire était un modèle unique ou un modèle courant. On avait un soleil, 9 planètes. Et oui, dans mon temps, Pluton était une planète. Ce n'est plus maintenant, mais on avait donc un soleil, 9 planètes. Tu te souviens-tu de la phrase pour t'en souvenir? Non, pas du tout. Mon Dieu, mon Dieu, jeté sur une nouvelle planète. Voilà. Mais là, il y a Pluton qui n'existe plus, là, mais on a découvert un autre pour la remplacer il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est ça. Donc, on avait un système de 9 planètes qui tournait autour d'un soleil. Et là, on se disait, c'est-tu un modèle unique, ça, ou c'est partout comme ça dans l'univers? Et crois-moi, il y a 30 ans, on le savait pas.
Et là, maintenant, non seulement on sait que notre modèle est d'une banalité, le modèle Soleil, planète qui gravite autour, est d'une banalité incroyable, mais on se disait aussi à l'époque que le seul environnement qui aurait permis la vie était la Terre. Maintenant, on sait qu'il y a peut-être de la vie dans les océans sous les couches de glace d'Europa, un satellite de Jupiter. Il y en a peut-être également sur Titan, une lune également de Jupiter. Et on a observé jusqu'à maintenant près de 2500 exoplanètes. Donc, ce sont des planètes qui gravitent autour de d'autres soleils. Et il y a une cinquantaine de planètes qu'on a observées qui, elles, ressemblent étrangement à la Terre. Elles sont donc à une bonne distance de leur soleil pour avoir de l'eau à l'état liquide, qui est un des éléments essentiels à l'apparition de la vie. Donc, la question, y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? Ben, c'est un très grand oui maintenant. Même si on ne l'a pas vu, statistiquement parlant, c'est un très grand oui. Maintenant, la question, c'est, est-ce que ces formes de vie ont pu se développer pour atteindre des niveaux d'intelligence? Et si elles ont atteint ces niveaux d'intelligence, nous rendent-elles visite? Hein? Et c'est ce que moi j'appelle le syndrome du kangourou. On est tous d'accord qu'il y a des kangourous en Australie. Mais si quelqu'un me raconte qu'il veut un kangourou sur l'autoroute 20 en sortant de Québec, là, je vais avoir des doutes. Tu comprends-tu? Donc, la question n'est pas de savoir, y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? La question est de savoir, est-ce que cette vie-là, si elle existe, est capable de nous rendre visite? Et le fait-elle? Donc, ce sont deux questions, à mon avis, qui sont fondamentales de bien les séparer. Donc, la vie dans l'univers est une chose qui est à peu près acquise, même si on ne l'a pas réellement observée, mais statistiquement parlant, qui est très vraisemblable comme hypothèse. Et la visite d'extraterrestres, ça, malheureusement, si on regarde l'ère moderne des ovnis, la preuve, elle est toujours pas là. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de témoignages, des récits intrigants qui, même après enquête, n'ont jamais été expliqués, mais de là à dire, est-ce qu'on a une preuve qui convaincrait la communauté scientifique, cette preuve-là, on l'a toujours pas. Ça te va? Mais si tu me permets là, de dire une seule chose, mon extraterrestre vient d'arriver, pour que je raccroche. Mais en fait, des cellules, des bactéries, je suis persuadé, moi je suis pas ça à 100%, mais il doit y avoir un rapport qui ont sorti ça. Est-ce que une bactérie, c'est un extraterrestre, ça vient d'ailleurs? C'est sûr et certain qu'à quelque part, il y a de la vie. Je veux dire, même si c'est une microcellule, c'est ça un extraterrestre, c'est de la vie à l'extérieur, peu importe sa forme, peu importe son intelligence. Oui, absolument. Lorsque les astrophysiciens parlent de vie extraterrestre, on fait pas ce décantage de est-ce qu'il s'agit d'une vie intelligente ou non. La vie, c'est la vie. Et là, on sait qu'il y en a peut-être comme je l'ai mentionné, dans les océans, sous la couche de glace d'Europe. Il y en a peut-être sur Titan. Donc, il y a Encelade, qui est une lune également de Saturne, qui, parce qu'elle subit la gravité de sa planète, et il faut le dire, Saturne est une énorme planète. Comme elle subit la pression gravitationnelle, elle lance de véritables geysers d'eau liquide à l'extérieur de sa couche de glace. C'est un monde, c'est incroyable comment le monde qui nous entoure, il est fascinant. Et tous ces environnements qu'il y a à peine quelques années, on disait trop hostiles pour avoir des formes de vie, maintenant ont été replacés sur la liste des lieux qu'il faudrait peut-être visiter en premier parce qu'il y a peut-être de la vie. Peut-être simplement de la vie bactériologique, mais la vie, c'est la vie. Et c'est ça qu'on cherche. Donc, avant de quitter, les dernières choses qu'il faut se tenir à l'affût, qui sont intéressantes, qui s'en viennent pour nous, c'est la face cachée de la Lune puis Mars. Voilà. Et est-ce que tu vas faire une autre vidéo d'OVNI? Faut quand même... peut-être un jour, je fais une vidéo, là, mais ça serait drôle de vraiment faire quelque chose de bien fait. Là, je vais travailler là-dessus juste pour vous autres, puis je vais vous rappeler. Excellent. Merci. Au revoir. Ouais, bonne soirée. On va aller sur la 2. Allô, Radio X? Oui, allô? Salut, c'est à toi, mon ami. Oui, bonjour. Une information, s'il vous plaît. Vous savez qu'actuellement, il y a une émission qui passe à Canal D, je pense qu'il est Hangar numéro 1 du MUFON, c'est ça? Oui. Oui. La dernière émission que j'ai écoutée, moi, je crois aux extraterrestres parce que je me dis qu'une espèce de vie peut exister ailleurs si nous autres, on existe au départ. Et puis, la dernière émission que j'ai écoutée, il semblerait que l'armée américaine aurait même capturé des extraterrestres qui seraient encore vivants, mais près de mourir parce que ça fait, je pense, depuis 1973. Et ils ont même des véhicules, des soucoupes ou des ovnis. Croyez-vous à ça? Croyez-vous que c'est autant déformé pour attirer l'intérêt du public à un point tel? Puis la deuxième chose, c'est qu'on en parle. Vous aviez posé la question au début de l'émission. Est-ce qu'on en parle plus maintenant?
Moi, je peux vous dire oui, parce que je commence à m'intéresser à ce sujet-là. Et puis, je peux vous dire que sur MSN, il y a un minimum, au moins un article par semaine qui concerne des ovnis ou qui concerne un phénomène comme l'éclairage de la semaine dernière qui s'est produite au niveau de la Terre. Êtes-vous au courant? Non. Pas cette nouvelle-là. Mais ce que vous dites, c'est un peu ce que l'on essaie de reprendre ici dans l'émission, c'est-à-dire que c'est vrai que cette actualité, je dirais pas qu'on en parle plus aujourd'hui. Il faut quand même se remettre dans l'âge d'or des soucoupes volantes, ça reste encore les années 50 et les années 60. Là, vraiment, c'était le sujet de l'heure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet a été un peu relayé au deuxième plan et les grands médias les boudent, si ce n'est pareil, ou à moins de l'utiliser de manière sensationnelle, comme à la télévision, on voit se multiplier des reportages très sensationnels sur les ovnis. Mais de façon générale, les grands médias un peu boudent cette actualité sur les ovnis. Et comme l'a mentionné l'auditeur, c'est vrai qu'on a maintenant des réseaux sociaux et la possibilité de se connecter sur Internet où la nouvelle est reprise. Heureusement, parce que si la nouvelle n'était pas reprise ni sur les médias sociaux ou sur des sites d'information à travers le web, on n'entendrait pas parler de ces nouvelles-là parce que les grands médias les boudent. Donc, ça là-dessus, vous avez raison. On a l'impression qu'on en parle le plus, mais en réalité, on doit dire un gros merci aux médias sociaux qui véhiculent l'information, qui agit comme courroie de transmission, parce que les grands médias officiels, eux, passent ça plutôt en silence. Maintenant, l'histoire de Hangar 1. En fait, Hangar 1, bon, là, je vais probablement décevoir beaucoup d'auditeurs, mais le Hangar 1 n'existe pas. Donc ça vient de s'arrêter là tout de suite. Il n'y a pas un endroit, là, le Hangar 1 aux États-Unis, où on collecte l'information sur les ovnis qui est gardée dans un grand hangar. Ça n'existe pas. Et je sais de quoi je parle. Est-ce que le MUFON existe? Ouais, voilà. Le MUFON, c'est le Mutual UFO Network. Ouais. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai été pendant 5 ans le directeur national du MUFON au Québec. Ah oui. Donc, au début des années 90, le directeur national du Québec pour le MUFON, c'était moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait comment fonctionne l'archivage au MUFON, je pourrais longuement parler. Donc, le Hangar 1, c'est un truc de télévision. Ça fait beau. On a un hangar caché dans un endroit secret. Avez-vous un cabanon au moins pour vos dossiers? Oui, j'avais un très grand cabanon, tu sais. Donc, ça n'existe pas. Maintenant, les histoires on a trouvé des extraterrestres. Bon, d'abord, c'est assez amusant parce que MUFON, faut bien se le dire, le groupement a été créé de manière un peu, disons, artisanale en 1967. C'est un type qui s'appelait Walton Drews qui a créé cette organisation-là. D'abord, une petite organisation locale en 1967 et en 1969, parce qu'il faut se rappeler qu'en 1969, c'est pas n'importe quelle date. Non. En 1969, l'armée américaine a fermé ses dossiers sur les ovnis. Donc, l'armée américaine s'intéressait aux ovnis depuis 1947. Elle avait tenu plusieurs commissions d'enquête sur les ovnis qui avaient changé de nom. La première s'appelait le projet Sign. Et puis, en 1949, le projet Sign est devenu le projet Grudge jusqu'en 1951. 1951, il devient le projet Blue Book. Il va rester le projet Blue Book jusqu'en 1969. Et là, en 1969, l'armée américaine dit, écoute, ça fait 22 ans qu'on enquête maintenant sur les ovnis et on n'a à peu près rien trouvé là-dedans. En fait, ils disent pas que les ovnis n'existent pas. Contrairement souvent à ce que les ufologues disent, ils aiment ça dire l'armée dit que les ovnis n'existent pas. L'armée n'a jamais dit ça. En 1969, quand l'armée ont fermé leur livre sur les ovnis, ils ont dit voici nos conclusions. Dans un premier temps, il y a à peu près 10% des observations qu'on n'a pas été en mesure d'expliquer. Ils avaient étudié 12 613 cas d'ovnis. Donc le dossier là, de Blue Book, c'est 12 613 cas d'ovnis. Sur les 12 613 cas d'ovnis, il y en a 703 qui n'ont jamais été expliqués. Et pas expliqués parce qu'il manquait d'informations. On avait une catégorie à part, cas insuffisamment détaillés. Mais les 703 qu'on n'a pas expliqués, c'était des cas bien documentés, mais pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication. Donc l'armée ne dit pas, les ovnis n'existent pas. Ils disent, il y a à peu près 10% pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication. En revanche, oui. Et là, on le comprend. Ils disent, ces observations d'OVNI n'ont pas menacé la sécurité nationale ou ne semblent pas avoir menacé directement la sécurité nationale. Or, le rôle de l'armée, c'est la sécurité du territoire. À partir du moment où l'armée conclut que les OVNI ne sont pas menaçants, ce n'est plus de leur ressort. Donc, ils utilisent cette expertise ou cette conclusion pour fermer les livres. Donc, on ferme les livres. Ils rajoutent à ça, on n'a pas trouvé dans ces observations non identifiées, qu'on reconnaît, non identifiées, on n'a pas trouvé là la preuve
que ces ovnis soient d'origine extraterrestre. Et à partir de là, donc, merci, bonsoir, l'armée ferme les livres. Alors, le sujet est laissé au vide, et c'est là que Walt Andrews, qui a créé sa petite organisation locale en 1967, décide d'étendre ça à l'échelle du pays en disant, nous allons prendre le relais de l'armée, et le Mutual UFO Network est créé de cette manière-là. Okay. Mais maintenant, c'est assez amusant parce que quand on regarde l'émission Hangar 1, souvent ils nous parlent, oui, ils nous sortent une boîte en nous disant, on va vous parler d'une histoire d'OVNI qui s'est produite en 1956. Ben, en 1956, vous pouvez pas avoir un dossier de 1956. Le MUFON n'existait pas en 1956. Donc, le dossier que vous avez de 1956, c'est que vous avez fait comme n'importe quel ufologue. Vous avez été fouillé dans des archives, des vieux journaux, mais il n'y a pas eu d'enquête parce que le groupe n'existait pas à cette époque-là. Donc là, on est en train un peu de nous leurrer. Et ces histoires, maintenant, pour en finir, ces histoires de on a récupéré des ovnis, on a récupéré des extraterrestres, ces histoires-là, elles sont récurrentes dans l'histoire des ovnis des 70 dernières années. C'est toujours la même histoire qui revient. Voilà. Donc, on aurait trouvé il y a un ovni qui se serait écrasé à Roswell. Oui, il y en a un qui se serait écrasé dans les années 60 à Kecksburg, en Pennsylvanie. Il y en aurait un qui se serait écrasé dans les années 70 sur Long Island. Il y en aurait un qui se serait écrasé dans les années 40 après Roswell à Aztec, au Nouveau-Mexique. Donc, on a toutes sortes d'histoires comme ça qui apparaissent, mais qui ne sont jamais étoffées par des preuves concrètes. C'est toujours l'homme qui a vu l'ours. Hein? Il y avait quelqu'un, un témoin qui a vu ça, un militaire qui a raconté un autre militaire, qui l'a raconté à son beau-frère, qui l'a raconté à sa belle-sœur, qui finalement l'a raconté à quelqu'un. Mais on n'a pas ces preuves-là. Donc, ce sont des histoires que l'on raconte, mais la preuve, elle est pas là. Ça vous va? Je vais vous poser une dernière question. Allez-y. Je vais avoir votre opinion. Vous avez vu le film de la psychiatre qui travaille dans un petit village? À Nomes. Le village, c'est le village de Nomes, en Alaska. Le docteur Abigail Taylor. Et voilà, qui se fait enlever son mari, ses enfants. Oui. Et vous avez la caméra vidéo de l'autopatrouille qui filme la lueur. Oui. Est-ce que ça, c'est de la dramatisation ou c'est quelque chose de réel? En fait, ce n'est même pas de la dramatisation, c'est tout inventé. De A à Z. Okay, le docteur Abigail Taylor n'existe. C'est ce qu'on appelle dans le domaine de la télé. J'ai un peu de misère avec ça, je l'avoue. D'ailleurs, j'en parle dans mon nouveau livre, L'enquêteur du paranormal au cinéma. C'est ce qu'on appelle les faux documentaires ou les documentaires. Okay. Donc, dans le cas de ce film, le 4e type, dans ce cas-là, on a Mila Jovovich, qui commence le film en disant, elle dit, voilà, l'histoire que vous allez voir est basée sur les dossiers du docteur Abigail Taylor. Et là, c'est assez troublant. Et là, on a l'impression qu'on assiste à un docudrame. Et pour ajouter à ça, durant le film, on voit même ce qui semble être des films d'archives avec ce qui semble être la vraie docteur Abigail Taylor. Mais tout ça est faux de A à Z. Là. Les films d'archives sont faux. La supposée vraie docteur Abigail Taylor est une autre comédienne d'Hollywood. Okay. Tout est faux du début à la fin. C'est un faux documentaire. Ça, j'ai de la misère avec ça plus qu'un film basé sur une histoire vraie. Parce que le film basé sur une histoire vraie, on nous annonce la couleur dès le départ. Vous allez voir un film qui est basé sur une histoire vraie. Donc, il y a une liberté artistique qui a été prise. Mais dans le cas du faux documentaire, et c'est ce qui est triste, c'est qu'on a des grands réseaux en Discovery Channel. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, on nous disait, si j'ai vu ça à Discovery Channel, c'est sûr que c'est vrai. C'est vrai. Bon, quand on nous dit de vérifier les sources, on nous dit tout le temps que là, c'est une source sérieuse. On peut y croire. Comme la semaine dernière, le président Obama a été interviewé par à une émission de télé. L'intervieweur, il a posé les questions concernant les ovnis. Est-ce que les ovnis existent? Est-ce que vous êtes au courant de tel dossier, de tel dossier? C'est sûr que ça semblait être un scénario organisé pour faire rire les gens. Oui. Il répondait exactement ce qu'il devait répondre. Oui. Vous, y croyez-vous? Ben moi, je crois. En fait, je me range du côté de la position de l'armée américaine. C'est-à-dire que je n'ai aucun doute qu'il y a un nombre d'observations qui sont rapportées chaque année pour lesquelles on ne trouve pas d'explication. Non, croyez-vous à ce que une forme de vie peut vivre sur une autre planète? Ouais, ça j'ai pas de doute que la vie extraterrestre existe. OK, c'est ça. Là où en tout cas j'ai une petite gêne. Là, j'ai une petite gêne, c'est de dire est-ce qu'on est visité par des extraterrestres. Pour
pour moi, le fait de dire oui ou non n'affecte en rien les ovnis. Si on parle vraiment d'objets volants non identifiés. Pour moi, les ovnis existent. C'est une réalité. Maintenant, la nature de ces objets-là, je le sais pas. Est-ce que ce sont des extraterrestres? C'est pas la théorie, c'est pas l'hypothèse que je favoriserais, mais je ferme pas la porte. Qui sait, peut-être que dans 20 ans ou dans 30 ans, on aura cette preuve-là qu'on cherche depuis 70 ans, mais là, pour l'instant, on l'a pas. Merci, monsieur. Le phénomène que je vous parlais de la semaine dernière, ce serait intéressant que vous jetiez un coup d'œil parce qu'on l'expliquait scientifiquement. On montre une photo avec une lueur extrême. C'est comme un trou qui s'est ouvert, qui a laissé sortir une lueur. C'est arrivé en pleine nuit. Puis mon fils, il était debout à 3 heures du matin, puis il dit, papa, il dit, la cour était éclairée, il dit, comme c'est en plein jour. Ça a duré quelques secondes, à 2-3 reprises, et puis on en a parlé dans les nouvelles. Mais on n'en a pas donné beaucoup d'explications, mais c'est pour ça que j'aurais aimé ça savoir scientifiquement pourquoi ça s'est produit. Pour une prochaine chronique, peut-être. Peut-être. Mais ça nous merci. Ça me fait plaisir. Mais ce que ça nous montre, c'est que le monde qui nous entoure, il est fascinant. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent, des phénomènes qui sont souvent, qui éventuellement trouveront une explication scientifique, mais qui sont merveilleux. Tu sais, il ne faut pas cesser de s'émerveiller par rapport à toutes sortes de trucs. Mais tu sais quoi, Christian, on va être encore pogné avec toi pour au moins 30 ans avec toutes les nouvelles émissions qui sortent. Là. Oui. Puis j'ai l'impression des fois que ces gens-là nous prennent un peu pour des cons en disant, on va passer cette émission-là, on va inventer quelque chose, on va essayer de laisser transparaître qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans puis de mystérieux. Puis il y en a qui commencent à croire à ça parce que c'est extrêmement bien fait. Ouais, mais tu vois, Yannick, c'est pour ça que je ne te remercierai jamais assez de m'offrir ce micro, comme mes collègues du 98.5 à Montréal, qui nous permet d'amener une information. Puis j'ose espérer que les auditeurs vont éventuellement dire, OK, comme on l'entend, je ferme pas la porte, je dis pas rien de tout ça est vrai, là. Mais il faut être prudent, en faire preuve d'un sens critique par rapport à ce qu'on nous raconte. Parce qu'effectivement, les médias sont là, et en particulier les réseaux de télévision spécialisés. Il faut pas se le cacher. Leur intérêt, c'est d'avoir des auditeurs. Et plus c'est fantastique, plus c'est merveilleux, ben évidemment, plus on va attirer facilement des auditeurs, que ce soit des histoires de chasseurs de fantômes, des histoires de chasseurs d'ovnis. On nous raconte toutes sortes d'histoires, mais la réalité, elle est autre. Tu sais, il y a un sage avant moi qui a dit, si tu veux du rêve, crois. Si tu veux la vérité, enquête. Est-ce que tu serais pour qu'on mette une notice avant chaque émission en disant que cette émission-là est strictement pour le divertissement, tout ce que vous entendrez n'a rien à voir avec la réalité? Il semble qu'il y a une couple de gens que ça allumerait des lumières. Mais je vais te donner une statistique, Yannick, qui est effrayante. T'es bien assis, là? 5% de la population, en général, dans les grands pays occidentaux, là, on parle l'Europe, l'Amérique, 5% des gens sont prêts à croire n'importe quoi, sans même se poser la moindre question. Ça veut dire que demain matin, c'est d'ailleurs ce qui fait le succès de journaux du genre, je sais pas moi, Elvis Presley est toujours vivant, puis il fait de la pizza à Kalamazoo, ou tu vois le genre un peu où j'ai été violé par un extraterrestre et j'ai accouché d'un Bigfoot. Donc il y a plein de journaux qui ont repris ce genre de manchette qui nous semble a priori tout à fait ridicule, et pourtant ces journaux-là, qui étaient publiés de manière hebdomadaire, vendaient, puis il y en a au Québec là aussi de ces journaux-là. Je me rappelle avoir vu récemment, Paul McCartney est mort en 1966 puis a été remplacé par un sosie, où Lady Diana est toujours vivante. Donc ce genre de nouvelles, il y a 5% de la population qui, sans se poser la moindre question, accepte ça d'emblée. Bang, je tombe sur le journal, je prends ça, j'y crois. Donc tu dis 5%, c'est quand même pas si pire. Mais quand on regarde une population comme les États-Unis, où on est à 400 millions d'Américains, en fait presque 400 millions, 370 millions, écoute, ça commence à faire 160 millions de personnes, ça, qui vont croire à ça. Tu sais, bang, comme ça, d'un coup, là. Tu vois, attends une minute, là, ça commence à 16 millions de personnes, par exemple, qui vont dire d'emblée, ouais, moi, je crois à ça. Et au Canada, c'est un peu la même chose. Tu sais, on est une population de à peu près 30 millions de Canadiens. T'as 5% de la population qui vont se mettre à croire ça d'un coup, sans poser la moindre question. Donc, on accepte ça. Et les réseaux, ils le savent également. On met une émission en ondes, ça n'a pas d'importance qu'il y a plein de gens qui croient pas, puis ils disent que c'est des fadaises. Il y a au départ, il y aura 5% des gens qui vont y croire
croire. Et ce que la statistique montre également, c'est que si tu embellis ta nouvelle avec des pseudo-scientifiques qui n'existent peut-être pas, ça n'a pas d'importance. Tu te dis, bon, Elvis, je sais pas moi, Elvis Presley est pas mort d'une crise cardiaque, finalement, il est mort, je sais pas, il y avait la picote. Il est mort de la picote. Et pour accréditer ta nouvelle, tu dis, et on tient cette information du docteur Tartampion. Rien que le fait que tu as mis dans ta nouvelle le docteur Tartampion, tu viens de donner une caution scientifique à ta nouvelle, et là, ton 5% vient de passer facilement à 10%. Ça, c'est inquiétant et c'est troublant de voir comment les gens, comment il y a un groupe de gens dans la communauté qui est finalement aussi naïf pour accepter ce genre de nouvelles. Et malheureusement, les médias, les grands médias le savent et l'exploitent abondamment. Je trouve ça particulier. Puis tu parles de docteur Tartampion. Tu sais, on le pose en plus. C'est un comédien qui est engagé. Puis il met une affaire de pharmacien. Puis on le fait passer pour un docteur. Voilà, absolument. Et, tu vois, et tu vois, ça c'est assez amusant parce que dans la publicité, un comédien à qui tu as mis un sarrau blanc, que tu mets un stéthoscope autour du cou, il ne peut pas se présenter comme un médecin. Il peut pas arriver à l'écran et dire « Je suis le docteur Tartampion ». Hein, ça, c'est de la fausse publicité. Mais il y a rien qui interdit qu'il porte un sarrau blanc avec un stéthoscope autour du cou. Donc, sans dire qui il est, hein, il veut te vendre un nouveau médicament. Tu le vois arriver à l'écran avec son sarrau blanc et son stéthoscope autour du cou. Donc, pour le téléspectateur, on vient tout de suite d'accepter que c'est un médecin. Ben, c'est ça, on en déduit que c'est un médecin par l'habit. Il n'y a pas besoin de nous le dire. Donc, c'est un médecin, puis là, il nous vante tel médicament. Donc, ça doit être bon, puis c'est un médecin qui nous le dit. Alors, en fait, comme tu le dis, Yannick, c'est un comédien à qui simplement on a mis un sarrau blanc, un stéthoscope autour du cou. Donc, les gens, faut se méfier de ça. Il y a un auditeur qui a dit un peu plus tôt, vérifier les sources. Ben, c'est ce que je dis aussi souvent. Si le sujet vous intéresse, si le sujet n'est simplement qu'un divertissement, ben, c'est un divertissement. Soyez critique, mais c'est un divertissement. Mais si le sujet vous intéresse vraiment, alors je risque de me répéter, mais si tu veux du rêve, crois. Si tu veux la vérité, enquête. Et quand je dis enquêter, c'est vérifier la source. OK. Pour les prochaines secondes, si vous avez le temps, mettez-vous sur le côté de la route, éteignez tout dans votre véhicule. Je vais avoir des frissons. Éteignez tout dans votre véhicule. Christian va vous parler d'une histoire qui s'est passée il y a de ça 67 ans, jour pour jour. C'est une histoire vraie. Oui. On a un audio de ça. Laurence l'a fait sortir. Si vous êtes à la maison, isolez-vous. Fermez le breaker au grand complet. Non, isolez-vous pas, fermez pas le breaker. Gardez les lumières bien allumées et restez près d'une porte débarrée. Christian, qu'est-ce qui s'est passé il y a de ça 67 ans? Voilà, il y a 67 ans, jour pour jour, la famille Unkeller débarquait à Saint-Louis, au Missouri. Cette famille-là allait se placer dans une situation qui va déclencher un effet domino dont on parle encore aujourd'hui. Et on en parle encore aujourd'hui pour une simple et bonne raison, parce qu'il est à l'origine du film le plus terrifiant de tous les temps. Et je te laisse l'extrait audio, Laurence. L'exorcisme. On le met à l'instant? Oui, vas-y. OK, bonne chance. Oh. Y a-t-il quelqu'un en toi? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle! Aidez-la! Fais-le! Je t'en prie! Oui! Jésus te baise! Jésus te baise! Laisse-moi! Laisse-moi! Ouvrez la porte! Tu as vu ce qu'elle a fait? Ouvrez la porte! Ta chienne te fille! T'as peur, Laurence? Le pire, c'est que je suis une amateur de films d'horreur, mais je suis une chochotte, là, la pire des chochottes, c'est incroyable. Laurence est avec, quoi, on est 5, 6 dans le studio, et puis il fait clair, mais comme dans une pharmacie, là. On se jase, je mets le son dans le fond dans le studio, puis j'ai vu ses yeux, là, terrifiés. Puis le pire, c'est que j'aime ça, écouter ça, mais quand j'écoute des affaires de même, ça se peut que je dorme pas pendant 2 jours. Tu sais, en sortant du cinéma, je vais courir jusqu'à l'auto, tu sais. Moi, j'avais un truc. Quand j'ai rencontré une nouvelle petite copine, là, quand j'étais au secondaire, on allait dans le sous-sol, puis je mettais ce film d'horreur-là, on m'a dit qu'elle se collait pas mal. Hein, et qu'elle se collait! Mais c'est vrai, quel film terrifiant. Tu sais que ça a été déclaré, l'exorcisme a été déclaré le film le plus terrifiant de tous les temps. Ouais. Et
ajoutons au fait que le film, pour l'époque, on parle d'un film de 1973, le film a également, il y a un concept au niveau de la promotion du film qui avait marché très très bien. Le film est sorti le 26 décembre 1973. Donc le 26 décembre, on est le lendemain de Noël. Alors que les gens, donc on imagine le scénario, on est aux États-Unis, tout le monde nous chante des petits cantiques de Noël, on a l'arbre de Noël, on a la crèche, le petit Jésus en dessous de la crèche, et soudain au cinéma apparaît cette image terrifiante du diable telle qu'on ne l'avait jamais vue avant. Et cette histoire-là, on en parle encore aujourd'hui parce qu'elle est inspirée, et ça va bien un peu avec mon livre, l'enquêteur du paranormal au cinéma. Il y a, comme tu l'as mentionné, il y a 67 ans, pratiquement jour pour jour, la famille Unkeller. Et ça, c'est son vrai nom, hein. J'hésite pas parce que j'ai vu toutes sortes de rapports dire on l'appelle Robbie Doe, Robbie Mannheim, on change son nom. Non. Le type en question s'appelle Ronald Unkeller. C'est la famille Unkeller. C'est une famille d'Américains moyens. Ils sont d'obédience luthérienne. C'est le couple Odell et Edwin Unkeller. Ils n'ont qu'un enfant unique, c'est ce jeune Ronald. Il a 13 ans au moment où les phénomènes commencent. Donc, si on fait un peu un retour dans le temps, parce que oui, les événements qui vont amener l'exorcisme se déclenchent à partir du mois de mars 1949, mais l'histoire avait commencé de manière plus légère à la mi-janvier. Donc, on est à la mi-janvier, on est à Cottage City, qui est un quartier, un développement au sud de Washington, D.C., dans le Maryland. Et là, voilà que à partir de la mi-janvier, il y a des grattements, des coups frappés dans les murs, le lit de Ronald se met à trembler. Alors, la famille Unkeller, parce que il y a la grand-mère également qui vit avec eux, conclut qu'il doit s'agir de rats, de parasites. On fait venir donc des dératiseurs qui font le tour de la maison. On ne trouve pas de rats. Il n'y a rien qui explique. On fait venir un ingénieur en bâtiment. Il n'y a rien qui explique pourquoi il y a ces vibrations, ces tremblements. Alors, évidemment, on commence à s'inquiéter de la tournure des événements. Et là, finalement, comme on est d'obédience luthérienne, le monsieur Unkeller va éventuellement se confier au prêtre de la communauté luthérienne. Et là, il lui dit, un type qui s'appelle Luther Miles Schultz, il lui dit, il y a ces trucs bizarres qui se passent chez moi. Et peut-être que notre fils, ou peut-être que la maison est occupée par des esprits malveillants. Sauf que ça tombe dans une oreille un peu différente parce que ce Luther Miles Schultz, c'est un type qui s'intéresse beaucoup à la parapsychologie. Donc, il y a toute une collection de livres de parapsychologie et il connaît bien les histoires de fantômes. Donc, il se rend chez les Unkeller et là, il est témoin de quelques petits trucs bizarres, une chaise qui bouge un peu. La chaise, d'ailleurs, sur laquelle se trouve Ronald, à un moment donné, se renverse devant lui. Donc, lui conclut qu'il doit s'agir d'un phénomène de poltergeist. Phénomène assez connu dans le domaine de la parapsychologie qu'on appelle aussi esprit frappeur. Donc, ça se résume par des coups frappés dans les murs, tout ça. Donc, ce Luther Miles Schultz va demander à Unkeller de lui permettre d'amener Ronald de passer la nuit chez lui. Et la famille accepte, on amène Ronald. Et là, le prêtre en question, le révérend, est témoin de toutes sortes de choses bizarres. Les chaises se renversent dans sa maison et à un moment donné, durant la nuit, alors que Ronald est couché dans le lit se met à vibrer. Et Ronald se plaint qu'il est incapable de dormir. Le père Schultz, le révérend Schultz, met des couvertures sur le sol, fait un lit sur le plancher et Ronald se couche dessus. Et à un moment donné dans la nuit, et le père Schultz, lui, s'installe dans un fauteuil et attend les manifestations. Et il raconte, il dit à un moment donné, au milieu de la nuit, j'entendais comme un chuintement, j'ouvre les yeux et je vois Ronald qui est couché sur les couvertures, sur le plancher, et les couvertures sont tirées, se glissent sur le plancher, comme si elles étaient tirées par des mains invisibles. Alors, c'est une affaire, moi, m'a fait mourir une crise cardiaque. Je vous voulais me perdre d'asseoir, là. C'est ça. C'est ça. Fait que là, éventuellement, le père Schultz, lui, va conclure que c'est un poltergeist, un esprit, un fantôme, et Ronald retourne chez lui. Mais les phénomènes continuent de se multiplier, tant et si bien que finalement, les Unkeller décident d'aller du côté de la religion catholique. Parce qu'il faut savoir que chez les luthériens, on ne croit pas à la possession diabolique. Et les luthériens, généralement, ne flirtent pas trop avec les catholiques. Mais là, les Unkeller sont aux abois. Alors, ils vont voir un prêtre catholique et là, disent, écoute, il y a des trucs qui se passent. Et là, on commence de plus en plus à croire que notre fils, parce que évidemment, les comportements de Ronald changent également. Ce garçon-là devient de plus en plus introverti. Il se renferme sur lui-même. Et c'est vrai que les Unkeller, c'est une drôle de famille aussi. Faut quand même l'avouer. Ce sont des gens qui croient au spiritualisme. Ils croient à la communication avec les esprits. Ronald aurait d'ailleurs été initié par
par l'une de ses tantes au jeu Ouija. Bon, des mauvaises langues diront que sa tante l'aurait apparemment initié à bien d'autres choses que le Ouija. Mais comme la tante est décédée depuis quelques semaines, on se demande si c'est pas la tante qui revient de l'au-delà ou peut-être même le diable. Alors là, on en parle à un prêtre catholique, et là, on le sait, dans la religion catholique, on croit à la possession diabolique. Et donc, ce prêtre à qui on parle, c'est le père Hughes, et lui accepte, il dit « OK, je vais rencontrer votre fils, et s'il est possédé, on va procéder à un rituel d'exorcisme. » Mais avant tout, il faut quand même passer par la médecine officielle. Alors, fin février 1949, Ronald est admis à l'hôpital de Georgetown, en banlieue de Washington, où il passe une batterie de tests, et les médecins ne trouvent aucune pathologie particulière. Et là, soudain, des marques commence à apparaître sur le corps de Ronald. Donc, des mots apparaissent, « help, help me », apparaissent sur sa chair. Et là, à un moment donné, le mot « Louis » apparaît sur son abdomen. Louis? Mais la famille Onkeller est originaire de Saint-Louis, au Missouri. La tante qui a initié Ronald venait également de Saint-Louis. Louise. Alors, est-ce que le mot « Louis » est une indication de l'au-delà pour retourner à Saint-Louis? La clé de l'énigme est-elle à Saint-Louis? Tant et si bien que les Onkeller s'embarquent pour Saint-Louis, où ils ont de la famille qui va les accueillir pour ce momentum. Et le 5 mars 1949, donc à une journée pratiquement jour pour jour d'aujourd'hui, les Onkeller vont débarquer à Saint-Louis. On cherche la clé de l'énigme. Que se passe-t-il avec ce jeune Ronald Onkeller? Et voilà qu'il est accueilli chez de la famille. Et l'une des cousines de Ronald, qui fréquente l'université de Saint-Louis, va parler à un de ses professeurs et elle lui dit « Écoutez, il y a quelque chose, j'ai un petit cousin, il y a des trucs bizarres, on pense qu'il pourrait être possédé par le démon. » Et l'université de Saint-Louis est une université qui est dirigée par des frères jésuites. Alors, on décide donc de rencontrer ce Ronald Onkeller, le professeur à qui on en a parlé, décide de se rendre sur place. Il s'agit du père Bishop. Il se rend sur place. Il est témoin de manifestation. Il va en parler à des collègues et finalement, à partir de la mi-mars 1949, l'évêque de Saint-Louis autorise l'exorcisme. Et le grand exorcisme aura lieu d'une part dans cette fameuse maison où le Ronald séjourne. Ça va également se déplacer au presbytère de la communauté et enfin à l'hôpital des frères Alexian. Mais là, écoute, quand on parle de l'hôpital des frères Alexian, on est vraiment là, c'est digne d'un film d'horreur. On est au 4e étage, c'est le corridor sans fin et au bout complètement une pièce isolée. On a même déplacé les patients des chambres avoisinantes pour procéder à ce rituel d'exorcisme. 3 prêtres vont pratiquer le rituel. Les pères Borden, Bishop et Halloran sont les prêtres qui ont été choisis par l'évêque pour procéder au rituel d'exorcisme. Et ce rituel, il est semblable à ce que l'on a vu dans le film L'Exorciste. Est-ce que c'était la première fois qu'on pratiquait ce rituel-là, l'exorcisme, de cette façon-là? Non, en fait, le rituel d'exorcisme répondait en fait à une pratique qui était quand même très ancienne. En fait, le rituel de l'exorcisme a été renouvelé tout récemment, en fait, dans les années 80, à la demande de Jean-Paul II. Parce que le manuel qu'on utilisait et qu'on a utilisé lors de la séance d'exorcisme avec Ronald Onkeller, c'était un rituel qui datait de 1610. Donc, on se rend compte que le rituel avait besoin d'être remis à jour. Donc, cette cérémonie liturgique où on fait des prières et on somme « Je te chasse, démon, sors de ce corps », tout ça remontait à ce rituel qui avait été établi en 1610. Donc, c'est ce rituel auquel, pendant des mois, parce que ça va perdurer pendant des semaines, des mois, en fait, les rituels commencent à la mi-mars. Ils vont se poursuivre jusqu'au 18 avril 1949. Et là, on parle de dizaines de séances d'exorcisme. Les prêtres vont être témoins de toutes sortes. Bon, le lit, évidemment, va trembler. Il y a des fioles d'eau bénite qui vont être lancées sur les murs. La tête? Non, la tête tourne pas de cette manière-là. Mais Ronald déploie à certains moments une force qui semble quasi herculéenne. J'ai eu la très grande chance de parler avec un des prêtres qui a procédé à cet exorcisme, le père Halloran, qui est décédé il y a quelques années. Et Halloran me disait, à
un moment donné, Ronald, qui était pris de convulsions sur son lit, a réussi à se détacher, avait détaché une de ses mains. Et lorsque je me suis approché pour réciter le rituel, il m'a donné un coup de poing en plein visage, qui l'a envoyé valser à l'autre bout de la pièce. Il a cassé le nez du père Halloran. Et là, il dit, Ronald réussi à cracher avec une précision remarquable. Il crachait bien sûr sur les prêtres, se souillait, et là, évidemment, parlait de cette voix gutturale, comme on imagine à peu près dans le film. Et il y avait toujours ces marques qui apparaissaient sur son corps. Je me rappelle, à propos des marques, avoir demandé à Halloran, est-ce qu'il est possible, par exemple, Halloran me dit, j'ai vu à un moment donné, sur la jambe de Ronald, sur son mollet, j'ai vu apparaître une marque qui ressemblait, là, évidemment, c'est l'interprétation religieuse, on le comprend bien. Il dit, j'ai vu une marque qui ressemblait à une sorte de queue fourchue, comme la queue du diable. Et là, je demande à Halloran, je dis, avez-vous vu la marque apparaître, ou est-ce que la marque était déjà là? C'est-à-dire, on peut imaginer le jeune Unkeller dans son lit qui est pris de convulsions, ouais. Et il a un pyjama. Est-ce que la marque est apparue parce qu'à un moment donné, la jambe du pyjama s'est redressée, s'est remontée un peu, et là, on a vu le mollet à nu avec la marque. Alors, Anne dit non, il dit, j'avais le jeune gamin devant moi, et puis quelques minutes avant, je le tenais, et j'ai vu la marque apparaître sous mes yeux. Il est catégorique là-dessus. Il était catégorique. Il est décédé il y a quelques années d'un cancer. En revanche, il faut quand même c'est assez amusant. J'ai demandé à Halloran, je disais, OK, donc, vous avez été témoin de ça. Son rôle à Halloran était principalement de retenir le jeune possédé durant le rituel parce que, bon, il bougeait à gauche, à droite, hurlait, se souillait. C'était assez difficile. Et lorsque j'ai demandé à Halloran, OK, est-ce que pour vous, c'était une véritable possession diabolique? Et là, c'est assez amusant parce qu'Halloran a pris un instant, je me rappellerai toujours de ça, il prend un instant de réflexion, il me dit, écoutez, si c'est l'homme, vous posez la question à l'homme d'église, je vous répondrais que oui. Si c'était à refaire aujourd'hui dans les conditions que ça a été fait, est-ce que l'Église autoriserait un exorcisme? Halloran, là aussi, a été catégorique, il ne croit pas. Pourquoi? Parce qu'il dit maintenant, les signes de la possession diabolique sont mieux définis. C'est-à-dire qu'à l'époque, les signes étaient quand même bien définis à l'époque, mais on a passé outre quand même. Parce que selon le rituel de l'Église, le possédé doit être en mesure, c'est dans le rituel, il doit être en mesure de faire preuve de clairvoyance, donc de dire des événements qui se sont pas produits et qui vont se produire. Il doit être en mesure de faire preuve d'une force exceptionnelle, surhumaine. Il doit être en mesure de vomir des objets qui ne viennent pas de son corps. Et il doit être en mesure d'identifier les démons qui l'habitent. Ça fait partie du rituel. Or, dans le cas du jeune Unkeller, ces règles-là ont été transgressées. Ronald Unkeller n'a jamais mentionné le démon qui le possédait, mis à part la force quasi herculéenne, à tout le moins que Halloran a raconté. Il n'a pas été en mesure de démontrer que cette force-là était réellement exceptionnelle. Il n'a pas vomi des objets étrangers à son organisme. Donc, on comprend que le rituel a été... On a passé outre certaines règles avant de procéder à ce rituel. Néanmoins, à la mi-avril, on est le 18 avril 1949, après une série de convulsions, un combat qui a été, disons, très échevelé entre les prêtres et le jeune Ronald, on entend une sorte de détonation dans tout l'hôpital Alexian, et le jeune Ronald dit « il est parti ». Et à partir de là, les manifestations vont s'arrêter et Ronald Unkeller va reprendre une vie relativement normale. Il est encore vivant pour les gens qui se posent la question. Il est encore vivant aujourd'hui. Il habite la région de Washington, D.C. Je l'ai eu une fois au téléphone. Et il a refusé de me confirmer qu'il était le Ronald Unkeller, même si je savais bien que je parlais à la bonne personne. Donc, c'est une histoire qu'on parle encore aujourd'hui parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Certains ont dit c'est l'exorcisme le mieux documenté. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais néanmoins, il y a des informations qui sont relativement intéressantes. Et ça, tu vas aimer ça, Laurence, parce que là, on est réellement quasiment dans un film d'horreur. Je sais pas si je vais aimer ça. Ça par exemple, peut-être nuancé. Là. Quand il y avait ces séances d'exorcisme, ouais, pour arriver à une sorte de... disons, pour que les prêtres se mettent d'accord, on avait une sorte de journal qu'on appelait le journal de l'exorcisme. Donc, c'était une sorte de recueil manuscrit
dans lequel les prêtres qui assistaient aux cérémonies rapportaient tout ce qu'ils avaient observé durant la soirée. Et lorsque le rituel a été complété, terminé, ce livre-là existait en 3 exemplaires. Un exemplaire a été remis au diocèse de Saint-Louis, l'autre a été remis au père Borden, et le 3e est mystérieusement disparu. On avait perdu le manuscrit. Et puis voilà qu'au fil des ans, on oublie cette histoire-là, la chambre où avait eu lieu l'exorcisme à l'hôpital des Frères Alexiane avait été condamnée. Donc, quand on arrivait au 4e étage, 3e ou 4e étage, la pièce du fond était condamnée. C'était la pièce. Tous les employés, toutes les infirmières, infirmiers savaient que c'était la pièce de l'exorcisme. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et puis, à un moment donné, le temps passant, dans les années 70, on en vient à oublier tout ça. Des travaux de rénovation, on change des allées, on réinstalle, on réaménage des parties de l'hôpital. Le roulement des employés aussi. Et là, finalement, on a comme oublié cette histoire-là. Et crois-le ou non, la salle avait été murée. Et puis, à la fin des années 70, début des années 80, on procède à une réfection de l'hôpital et un bulldozer va pousser un des murs et remettre à jour, va découvrir la salle de l'exorcisme. Donc, cette pièce est retrouvée, quasi intacte, le lit, les meubles, rien n'a bougé. Donc, depuis 50 ans, cette pièce est restée comme ça, sans que personne y touche. Alors, on va retrouver dans un des meubles, dans un petit bureau, j'ai 50 ans, mais c'est 30 ans, on va retrouver dans un petit bureau poussiéreux, on va ouvrir le tiroir, le journal de l'exorcisme. Voilà, le journal manquant était là. Et c'est comme ça, en fait, que l'histoire a été connue. En fait, elle est connue pour 2 raisons. Ouais. D'abord, je vous ai parlé de ce prêtre, le père Schulz, qui était intéressé par la parapsychologie, qui avait amené Ronald chez lui, qui l'avait vu se déplacer en étant couché sur des couvertures sur le sol. Ce père Schulz, très intéressé par la parapsychologie, va tenir l'été suivant une sorte de conférence sur la parapsychologie devant un groupe de gens qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux à Washington, D.C. Il nommera pas le jeune Ronald Unkeller. Il va dire, j'ai été confronté il y a quelques mois à un cas exceptionnel. Et là, il va fournir un certain nombre de détails. La presse va s'emparer de cette histoire-là. Et pour les gens qui s'intéressent à l'archivage, si vous avez une chance d'aller, par exemple, à l'été de 1949, vous allez voir tous ces articles parus. Un enfant de Washington, D.C. aurait été possédé par le démon. Il y a toute une série d'articles qui ont été publiés là-dessus. Évidemment, on donne pas le nom de l'enfant, mais la presse a été tout à fait fascinée par cette histoire-là. Donc, ça a été la première façon dont on en a parlé. Et quelques années plus tard, un jeune étudiant de l'université de Georgetown va rencontrer un prêtre qui connaissait les prêtres exorcistes et ce jeune étudiant va devenir romancier et son premier roman va s'intituler L'Exorciste. Et ce jeune étudiant, c'est William Peter Blatty, le père, en fait, de l'exorcisme. Donc, et c'est d'ailleurs Blatty qui va raconter, parce que quand l'histoire sort au cinéma, en 1973, très peu de gens se rappellent de cette histoire de 1949. Et c'est au gré des conversations que William Blatty va dire, « Ah, vous savez, j'ai pas de mérite, j'ai écrit l'histoire, mais le canevas était déjà là. Je n'ai fait que m'inspirer de cette histoire que les prêtres jésuites, qu'un père jésuite à l'université de Georgetown m'avait confié. Lui connaissait des prêtres qui avaient participé à l'exorcisme, et là, il lui avait fourni des détails. Et donc, cette indiscrétion dans un premier temps de William Blatty qui va dire, j'ai entendu parler de cette histoire-là, et bien sûr, ces articles de journaux parus dans la presse à l'été de 1949 vont être les 2 éléments qui vont servir de pôle à cette histoire d'exorcisme. Est-elle l'histoire la mieux documentée? Probablement pas. On n'a que ce manuscrit fait par les prêtres. On n'a pas beaucoup de documents médicaux et d'autres documents. Si on compare, par exemple, à une histoire plus récente de possession diabolique, en 1976, il y a une jeune Allemande qui est décédée début de la vingtaine, 21 ou 22 ans, je crois, qui s'appelait Anneliese Michel. Ça se passe à Tegenburg-Onheim, en Allemagne. Et pendant des mois, donc, elle va présenter des symptômes. Bon, ça commence en fait à l'âge de 16 ans. Donc, pendant des années, elle va avoir des problèmes de comportement. Finalement, en 1976, les autorités diocésaines vont autoriser l'exorcisme et finalement, Anneliese Michel va décéder
des suites de l'exorcisme. Donc, le rituel est si prenant, elle refuse de manger, elle refuse de boire. En fait, quand elle boit, c'est qu'elle urine dans ses sous-vêtements et elle sort ses sous-vêtements dans sa bouche et elle se contente de manger des araignées. Et toi, t'es allé sur place? Ouais. J'y suis allé à Klingenburg-on-Heim. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on est à Klingenburg-on-Heim, c'est un peu comme une histoire de paria. C'est-à-dire que dès qu'on parle de l'affaire Anneliese Michel, les gens nous évitent j'étais là avec un collègue journaliste et il y avait un traducteur qui était avec nous et dès qu'on évoquait le nom d'Anneliese Michel, c'était on veut pas commenter, on veut pas parler, on veut pas, parce que ces gens-là avaient l'impression que c'est vrai qu'à l'époque, en 1976, quand cette histoire-là s'est déclenchée, hein, la presse dans le monde entier s'est emparée de cette histoire-là. Après tout, c'est quand même exceptionnel. Une jeune Allemande du début de la vingtaine, 22 ans, décède des suites d'un exorcisme. Les prêtres ont été arrêtés d'ailleurs et accusés d'homicide involontaire. Parce qu'évidemment, quand on regarde les photographies qui ont été prises, et justement dans mon livre, L'enquêteur du paranormal, je consacre un chapitre à l'affaire Anneliese Michel. Tu vas pouvoir le voir, Laurence, parce que la photo est prise très près. Là. On a une photo très près d'ailleurs d'Anneliese Michel. Donc, on a cette jeune femme qui, quelques mois plus tôt, était en parfaite santé, joviale, et soudainement, peu à peu, dans les semaines qui vont suivre le rituel d'exorcisme, son état de santé se détériore, et elle a toute fin au moment où elle décède, si ma mémoire est bonne, le 1er juillet 1976. Lorsqu'elle décède, on a l'impression d'avoir devant nous une femme qui n'a plus que la chair et les os. Hein. C'est comme on aurait presque l'impression de voir une survivante. Tout le monde a vu, tout le monde se rappelle malheureusement ces images des camps de concentration, Auschwitz, Buchenwald et autres. On a l'impression de voir une survivante des camps de concentration. Et là, on a devant nous pourtant une jeune femme d'à peine une vingtaine d'années. Donc, à l'issue du décès d'Anneliese Michel, les prêtres et les parents d'Anneliese Michel seront éventuellement arrêtés, accusés d'homicide involontaire. Ouais. Et à cause de cette situation, il va y avoir un procès et le procès va amener toute la documentation, donc à la fois la démarche des prêtres, l'autorisation de l'évêque, les démarches médicales. Donc on va avoir accès à toute une documentation qui, en d'autres temps, nous aurait été interdite. Or, moi, je pense que l'affaire Anneliese Michel, à cause de cette situation un peu macabre, nous a permis d'avoir une vision de l'intérieur beaucoup plus claire de l'exorcisme que l'affaire de Ronald Unkeler. Néanmoins, l'affaire Ronald Unkeler, bien sûr, à cause du succès de l'exorcisme en 1973, va devenir sans aucun doute la mesure étalon. On va comparer l'exorciste de Ronald Unkeler à tous les autres cas d'exorcisme. Ce sont des histoires qui sont tout à fait fascinantes. Maintenant, est-ce qu'il y a eu le démon? Est-ce que le démon était présent dans l'une ou l'autre de ces histoires-là? C'est la question qu'on se pose, parce que s'il y a des exorcismes là, qui existent, là, puis le Vatican a émis justement des documents pour faire des exorcismes, depuis combien d'années qu'on réalise ces exorcismes-là? Si ça fonctionnait pas, on l'aurait pas refait, là. Ben c'est ça. Oh mon Dieu, hey, vous voulez me faire mourir d'une crise cardiaque sérieusement? Moi, je suis comme, ça marche, hein? Si tout d'un coup, je m'achète une maison, là, puis que ça m'arrive, ça marche, hein? Mais tu sais que, en fait, le premier exorciste, hein, si on regarde dans les dans les écrits religieux, le premier exorciste, hein, c'est le Christ. Hein, il va exorciser comme ça une personne durant son ministère. Donc Jésus devient le premier exorciste et l'Église va récupérer le rituel de l'exorcisme. L'Église, par définition, bien sûr, si on croit à Dieu, il faut bien croire à une sorte d'opposant à Dieu qui est le diable. Donc pour l'Église, en fait, croire au diable, c'est plus qu'une question de croyance, c'est presque un élément essentiel. Hein. Il faut avoir l'antagoniste. Donc pour l'Église, il est clair que la possession, l'Église catholique à tout le moins, la possession diabolique est une réalité. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis la refonte ou la réécriture du rituel de l'exorcisme dans les années 80 sous Jean-Paul II, l'Église est devenue plus nuancée, disons ça comme ça. C'est-à-dire qu'autrefois, il suffisait parce que faut comprendre que dans le cas de l'exorcisme, il y a deux types d'exorcisme. L'Église reconnaît deux types d'exorcisme. Le petit exorcisme ou exorcisme mineur. Donc l'exorcisme mineur, c'est dès qu'un fidèle commence à avoir des pensées malveillantes, des pensées impures. Là, on met en place un mécanisme un rituel liturgique avec des prières qui vont permettre à ce fidèle-là de retrouver la voie du Seigneur, se le remettre sur la bonne voie. Donc, ce sont des prières de libération.
Donc là, on n'est pas encore dans le rituel de l'exorcisme tel qu'on l'imagine. Ce sont des prières de libération que le prêtre va faire avec le fidèle pour finalement lui redonner une certaine quiétude spirituelle. Et là, il arrive, et lorsque l'infestation diabolique est plus présente, dans le cas de la possession, alors là, on assistait à ce combat du prêtre qui a le diable quitte ce corps. Donc, c'est vraiment une sorte d'opposition entre le prêtre, entre le bien et le mal, le prêtre et le possédé. Donc, ce rituel, donc, lorsqu'il a été reformulé dans les années 80, l'Église est devenue plus tolérante. C'est-à-dire que maintenant, elle dit, wow, ce n'est pas parce que quelqu'un dit être possédé qu'il est fondamentalement possédé. Il y en a plein les hôpitaux psychiatriques des gens qui se croient possédés. Donc la première démarche lorsqu'un fidèle se confie dit à son confesseur, j'ai l'impression, j'ai des idées impures, j'ai l'impression d'être possédé, ben évidemment la démarche c'est aller voir consulter les médecins, les spécialistes de la santé mentale pour voir s'il y a, bien sûr, s'il n'y a pas une pathologie. On ne veut pas retomber dans le Moyen-Âge, là. Et là, à partir de là, s'il n'y a pas diagnostic d'une quelconque pathologie, ben là, évidemment, ça sera au choix du prêtre de documenter cette histoire-là et de demander à l'évêque, parce qu'il y a quand même une sorte de hiérarchie à respecter, là. Ce qui est assez malheureux, Yannick, c'est que chaque année, c'est triste à dire, mais chaque année, il y a des dizaines de gens qui décèdent dans des rituels d'exorcisme. Ils décèdent dans des rituels d'exorcisme qu'on dit exorcisme sauvage. C'est-à-dire que ce sont des gens, souvent ce sont des petites communautés religieuses qui sont en marge de la religion catholique, par exemple, qui décident comme ça de dire, bon, monsieur X ou monsieur Y est possédé du démon, donc je m'improvise exorcisme, et là, on fait des rituels. Des fondamentalistes. Voilà, donc tu as des groupes fondamentalistes, et souvent, malheureusement, chaque année, il y a des dizaines de décès comme ça, de gens qui vont mourir dans des rituels qui sont trop extrêmes. L'Église est beaucoup plus prudente. Donc, il y a toute cette démarche, d'abord psychologique, psychiatrique, et là, si éventuellement l'évêque autorise l'exorcisme, on va procéder au rituel, mais ça ne se fait plus comme ça se faisait dans les années 40 ou 50. Maintenant, on est beaucoup plus modéré, et ça se fait un peu main dans la main avec les médecins, les gens de la santé mentale, malgré qu'on le comprend, entre la médecine traditionnelle, les médecins, les psychologues et les psychiatres, et l'Église qui voudrait procéder à un exorcisme, on comprend que là, il y a comme un choc d'idées entre les deux. C'est assez difficile de mettre les deux, les psychologues et les exorcistes, dans la même pièce. Laurence, il reste à peu près 2 minutes. T'as une question? Ouais, vraiment, je fais vraiment ça vite. Ça nécessite un oui ou un non. Admettons, moi, OK, demain matin, je pense que Baise-moi! Admettons que moi, demain matin, je pense que je suis possédée. Là. Oui. Puis là, je passe les tests de psychiatrie, tout ça, puis tout le monde me dit, Laurence, t'es possédée. Y a-t-il quelqu'un au Québec un évêque qui peut pratiquer l'exorcisme sur moi? En fait, sans me tuer de préférence. Mais en fait, ce rituel de l'exorcisme, il est propre à la religion catholique. C'est pas une caractéristique particulière. N'importe quel bon évêque l'a eu dans sa formation. C'est-à-dire que, oui, il existe une formation qui s'appelle l'exorcista. Donc, tous les prêtres peuvent pratiquer un exorcisme. Okay. C'est de suivre la règle hiérarchique. Donc, ce qu'on va demander à l'évêque va demander un dossier et là, éventuellement, on va procéder à un exorcisme. Ce qui est quand même intéressant, Laurence, dans ce que tu dis, c'est que maintenant, et j'ai un bon ami à moi, le docteur O'Leary, qui est à Trois-Rivières, et on a souvent, qui est un médecin, qui est un anatomiste, et on a souvent parlé de ce phénomène de la possession. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans le cas de la possession, tu sais que les spécialistes de la santé mentale utilisent un ouvrage qui s'appelle le DSM. Hein? C'est un ouvrage dans lequel on retrouve, je synthétise, là, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, ne m'en veuillez pas, j'y vais de façon de manière très, très réservée. Là. C'est un gros bouquin dans lequel à peu près tous les troubles mentaux qu'on connaît, qui sont reconnus par la médecine, sont rapportés. Donc, une description du trouble mental avec les symptômes qui l'accompagnent. Et je te donne un exemple. Si dans le cas de la schizophrénie, on décrit 10 symptômes, si tu souffres de 5 des 10 symptômes, c'est suffisant pour que qu'un psychologue ou un psychiatre dise « Voilà, Laurence, tu souffres de schizophrénie ». Dans le cas de la possession diabolique, dans de nombreux cas étudiés, ce que l'on constate, c'est que les gens semblent souffrir de multimaux. C'est-à-dire, ils semblent souffrir d'un peu de schizophrénie, d'un peu d'un Gilles de la Tourette, d'un peu de paranoïa, mais tous regroupés dans un seul et même, dans un même cas de figure. Alors,
peut-être que la psychologie devrait parler à ce moment-là, non pas de possession diabolique, mais on devrait peut-être parler d'un syndrome de possession, c'est-à-dire un ensemble de symptômes que va présenter un sujet qu'il